Salut les pilotes, comment ça va? Ah l'été, une époque bénie des dieux, un magnifique soleil qui vous réchauffe et rend tous les paysages magnifiques. Bon ok, sauf en Lorraine visiblement. Aujourd'hui, on va encore parler de Real Steady Go, parce que j'en ai ma claque d'entendre des trucs plus faux les uns que les autres, à droite et à gauche. Alors on va prendre un moment, respirer et essayer de comprendre comment ça marche. Et surtout, comment utiliser Real Steady Go dans les meilleures conditions. Allez, c'est parti. Bon, avant de plonger dans le logiciel, ou les réglages, on va commencer par un petit cours photo-vidéo, histoire de partir sur de bonnes balles. Le plus important, en photo et vidéo, c'est de comprendre le triangle de l'exposition. Et pour Real Steady Go, c'est un des plus gros prérequis dont malheureusement personne ne parle. Si vous regardez cette image de plus près, vous verrez que pour gérer son exposition, il y a 3 options. L'ouverture de votre diaphragme, plus il est ouvert, plus le chiffre est petit, plus la lumière entre sur votre capteur. La vitesse de votre obturateur, plus il est lent, plus longtemps il reste ouvert, plus la lumière entre sur votre capteur. Et le réglage ISO. En gros, c'est la sensibilité de votre capteur à la lumière. Cette image vous explique rapidement les différences notables. Un diaphragme fermé, style f32, vous donnera une image nette sur toute la profondeur. Vous aurez alors l'impression que tous les objets, qu'ils soient proches ou éloignés, sont nets. C'est ce qu'on appelle une profondeur de champ infinie. Un diaphragme ouvert, style f1.4, permet de flouter l'arrière-plan et de garder votre sujet net. C'est ce qu'on appelle avoir une petite profondeur de champ. Mais attention, la profondeur de champ change aussi en fonction de la focale utilisée. Un objectif de 18 mm, comme j'utilise ici, ou un 105 mm, comme là, aura une différence de profondeur de champ notable pour une ouverture de diaphragme identique. En gros, plus on zoome, plus la profondeur de champ diminue, et plus on a de flou d'arrière-plan. Et là vous vous dites, mais c'est quoi le rapport avec RSGO là? T'inquiète pas, ça arrive. Donc ensuite, il y a la vitesse d'obturation qui, elle, va influer sur la rapidité avec laquelle l'image va être prise, et donc sur la netteté de la prise de vue. Si on la met à 1 millième de seconde, on aura une captation nette, même avec un mouvement rapide, pour prendre une photo de voiture sur circuit. Par exemple, si on la met à une demi-seconde, voire même en expo longue à 1 minute, on aura une photo qui va cumuler en une seule image tous les mouvements qu'elle perçoit pendant ce laps de temps. C'est notamment grâce à cela qu'on peut faire du light painting. Cependant, en fonction de la vitesse d'obturation, il faut faire attention à la quantité de lumière que l'appareil capte, au risque d'avoir soit une image trop cramée, ou au contraire, trop sombre. C'est entre autres à ça que servent les ISO, le dernier recours, permettant de monter la sensibilité du capteur à la lumière. C'est très pratique pour les scènes peu éclairées, mais ça provoque vite du bruit sur les images, et c'est juste dégueulasse. Il y aura toujours une limite haute à ne pas dépasser pour conserver une image propre et nette, et chaque caméra est différente. Pour une GoPro, et dans les situations dans lesquelles je vole, de nuit pour un feu d'artifice ou dans une salle sombre, disons que je ne dépasse jamais les 400 ISO. Bon, on a fait le tour du principe, le plus important en photo. Ensuite, entre en jeu les FPS. Mais non, pas les first person shooters, les frames par seconde, le nombre d'images par seconde quoi. Généralement, pour avoir un rendu cinématique, les vidéastes vous diront qu'il faut 25 fps avec une vitesse d'obturation à 1/50, soit 2 fois vos fps en vitesse d'obturation comme moyen mnémotechnique. Bon, les 24 ou 25 fps, c'est admis. Et de toute façon, peu de caméras grand public dépassent les 25 fps en 4K. Seules les vraies caméras professionnelles le font, mais là, ma vidéo n'est pas censée vous être utile. Sauf si vous êtes pété de thunes et que vous avez mis 12 000 € dans une caméra Harry pour le fun. Et auquel cas, je vous rappelle que vous pouvez me soutenir sur Patreon et avoir des cours privés par Mister Fantasy. L'aumône, l'aumône, l'aumône pour un pauvre. Bref, revenons-en à nos moutons, à nos GoPro. La GoPro est ce qu'on appelle une action cam. On est loin du capteur d'un DSLR ou d'une caméra cinéma. Mais les principes sont les mêmes. Et le rendu peut être magnifique ou dégueulasse si on s'y prend mal. Le souci de ce 25 fps et 1/50 n'est donc pas dans les fps, mais dans la vitesse d'obturation. Le 1/50 demandé, c'est pour avoir un flou de mouvement réaliste. Exemple, si vous bougez votre main devant les yeux, vous ne la verrez pas saccadée, mais un joli flou de mouvement va rendre tout ça bien fluide. C'est vrai que c'est vachement fluide. En captation au sol, c'est atteignable simplement.
Un petit filtre ND et hop, malgré l'apport énorme de lumière, dû à la faible vitesse d'obturation, le filtre ND va agir comme des lunettes de soleil et équilibrer tout ça. En drone, c'est plus problématique. On vole bien plus vite qu'un cameraman qui se déplace à pied. Et cette vitesse de 1/50 va donner énormément de flou de mouvement, et Real Steady Go déteste le flou de mouvement. Mais genre vraiment. Donc généralement, je préfère faire de cette règle du x2 au sol un x4 en drone. Je filme donc souvent en 25 fps, 1 centième, pour réduire le flou de mouvement au maximum, mais en gardant un peu quand même pour l'effet cinématique. Il faudra souvent un filtre ND pour baisser un peu la luminosité et avoir une exposition correcte. Mais ça marche bien. Bon, maintenant on va se focaliser un peu sur nos GoPro. La GoPro a une focale fixe de 14 mm, soit un équivalent 35 mm plein format pour les puristes. Mais son capteur est tout petit. Un deuxième virgule 3... Un bipouce virgule... Putain, comment on est censé prononcer ça? Bon, le schéma n'est pas à l'échelle, mais les rapports sont respectés. Un capteur comme ça n'offrira que peu ou pas de flou d'arrière-plan. Il sera net de 60 cm à l'infini. Et ça nous arrange. C'est l'objectif d'une caméra d'action. Donc si on ne peut pas régler l'ouverture sur la GoPro, il reste que deux facteurs. La vitesse d'obturation et les ISO. Comme je l'ai dit plus tôt, Real Steady Go déteste le flou. Il le déteste car il se sert de l'image et de ce qu'il y voit pour faire sa stabilisation. Donc on va essayer de ne jamais trop descendre en vitesse d'obturation et éviter de monter les ISO pour ne pas avoir une image trop bruitée. Bon, ça va? J'ai perdu personne en route? Alors on continue. Déjà, pensez au code Fantasy. Vous aurez moins 5$ sur votre licence Real Steady Go. Ou utilisez le lien en description, ça marche pareil. Real Steady Go stabilise vos plans en rognant sur les côtés de l'image pour obtenir un résultat stabilisé. Et pour l'aider à travailler et avoir un rendu avec la plus haute résolution possible... Alors non, non et non, on arrête avec les résolutions, c'est une définition. Une résolution, c'est quand on imprime une image. Une définition, c'est une taille en pixels. Voilà, hein, on dit HD, on dit pas HR. Donc pour l'aider à travailler et avoir un rendu avec la plus haute définition possible, il faut lui filer de la matière à notre pépère. Donc on va filmer en 4/3. Comme vous le voyez là, la définition en 4/3 est toujours plus élevée. Autant en 1080p et 2,7K vous ne gagnez qu'un peu de définition verticale, autant en 4K vous gagnez de la définition sur les deux côtés. Tout bénef, pour le framerate, c'est à vous de voir. Je préfère souvent le 25 fps pour cet effet cinématique, mais j'opte aussi parfois pour du 50 voire 100 fps quand je sais que je ferai pas mal de ralenti. Pour le shutter speed, ou vitesse d'obturation dont je parlais plus tôt, j'applique soit la règle du x4, si j'ai des filtres ND à disposition et que je veux un peu de flou de mouvement, soit je laisse en auto. Il sera donc toujours au plus rapide possible, ce qui m'assurera d'avoir le plan entier net, avec le moins de flou de mouvement possible. C'est ce qui me permet de faire mes visites de musées et autres endroits en intérieur, où le but de la vidéo, c'est de voir les lieux. Mais attention! Si vous passez d'un endroit éclairé à sombre, ça risque de changer en vol et de rendre dégueulasse. Le FOV, en wide, large, c'est vraiment le plus propre à mon goût. Un linéaire peut être sympa aussi, mais encore une fois, on risque de perdre une bonne partie de l'image après la stabilisation de Real Steady Go. Donc autant voir large. Attention aussi, le linéaire ne fonctionne qu'en 16/9 avec Real Steady Go et les Hero 8 et 9. Donc on risque d'avoir un résultat hyper zoomé si le vol était un peu shaky. Autant faire simple et pratique, ça a toujours plus de chances de marcher. La stabilisation, bien évidemment, off! Bah ouais, sinon Real Steady Go ne fonctionnera simplement pas. Vous imaginez pas le nombre de fois où je me suis fait avoir. Oh le boulet! Oui bon, n'empêche maintenant je fais gaffe à chaque fois. Le ProTune, on! Ça débloque quelques réglages bien utiles quand on cherche à avoir une grande qualité d'image. La balance des blancs, là faites au plus proche de ce que votre œil voit, réglé en fonction de la lumière utilisée ou de la météo. Je reste souvent à 5500K, ce qui correspond à peu près à la lumière du jour classique pour modifier ça en post-prod si besoin. Mais quand je suis sur un tournage et qu'il y a plusieurs caméras qui tournent, le plus important c'est d'avoir la même balance des blancs sur toutes les caméras. Les ISO, bon, là je mets toujours le mini à 100 et le maxi à 400. Je ne dépasse jamais les 800, que je n'utilise vraiment qu'en cas de scène très très sombre et encore. Le feu d'artifice par exemple, c'est du 400 ISO, pour bien profiter du feu, sans ruiner la qualité des images. Pas d'auto s'il vous plaît, c'est dégueulasse quand ça change brusquement en plein milieu d'une prise de vue. Les couleurs, en flat, ou plat. Ça c'est pour se laisser un peu de marge, en étalonnage, et en colorimétrie.
Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, ça peut se comprendre, c'est pas évident au début, mais ça s'apprend. Et si vous ne voulez pas vous embêter à apprendre à étalonner et faire la colo de vos plans, des mecs sympas vous faciliteront la tâche en vous vendant des lulles tout prêts. La netteté. Bah là c'est à vous de voir. Si vous voulez en ajouter en post-production, allez-y en médium, voire en low. L'audio, bah osef. Vu le boucan des drones, bon limite le mettez pas en off, pour pouvoir parler à la caméra avant ou après le vol. Pour le débit, plus il y en a, plus la qualité de la vidéo sera élevée. Donc débit, 100 mégasecondes, ça me paraît bien. Mais attention à avoir une carte SD qui tient la route derrière, sinon ça va forcément planter quelque part. Donc on privilégie les cartes SD en V30 pour les films 4K, et tout devrait bien aller. Bah oui quoi, personne n'en parle jamais de ça alors que c'est primordial. Faites le test avec une carte SD à 8€ et vous verrez la gueule de vos images. Un exemple, si vous allez voir cette vidéo, elle a été faite à Nancy lors du premier confinement 2020. Et que vous regardez attentivement surtout les feuillages des arbres, vous constaterez qu'il y a comme des gros blobs dégueulasses. Voilà ce qui arrive quand on utilise une carte SD low cost pour une presta pas payée. Donc on résume. 4K 4 tiers, 25 fps, wide, large, ProTune on, débit élevé, 1 centième ou auto, balance des blancs 5500, ISO 100 mini 400 maxi, sharpness medium, les couleurs en flat. Bon, la théorie, c'est bon. Les réglages GoPro, c'est bon. On va enfin pouvoir passer à Real Steady Go. Première chose, si par malheur la GoPro a, pour une raison incongrue, décidé de filmer en portrait, et ben vous pourrez dire adieu à la stabilisation. C'est vraiment de la merde le mode portrait. Deuxième chose, essayez de sortir les plans de la carte SD de la GoPro avant de les ouvrir dans Real Steady Go. Si ça marche, tant mieux. Mais des fois, Real Steady Go ne trouve plus les informations du gyro. Donc ne supprimez rien de la carte SD de la GoPro avant d'être sûr d'avoir le résultat que vous vouliez. Ça sent le vécu, ça. Oui. Tristesse. Bon. On ouvre le Steady Go. D'abord, on va cliquer sur Load et on choisit la vidéo qu'on veut stabiliser. Là, Real Steady Go va appliquer sa magie. Pour les héros 8 et 9, Real Steady Go aura directement stabilisé la vidéo avec les réglages par défaut. Rien de plus à faire. Si vous ne voulez pas bidouiller, bah c'est bon, c'est fini. Allez, ciao les pilotes, bon vol. Non, je déconne, je vais pas vous abandonner là. Vous voyez les petits triangles blancs là en bas? Ça peut vous permettre de trimer la vidéo. Des rushs, direct au moment de la stabilisation. Si c'est pas du workflow ça. Mais attention, si vous les touchez, vous perdrez l'audio. Donc si vous n'avez que le bruit des moteurs, honnêtement tant pis. Mais si vous avez parlé à la caméra, bah c'est perdu. L'avantage avec les héros 8 et 9, c'est que tant qu'on ne joue pas avec l'horizon bloqué, pas besoin de sync point. Encore plus simple qu'avec une Hero 6. Bon, RSGO a fait son taf, mais en regardant le preview, bah vous n'aimez pas. Et là, on va entrer dans les options. En cliquant sur l'engrenage, on arrive dans le maigre menu options de Real Steady Go. 3 blocs que l'on va détailler apparaissent. Smoothness, le degré de stabilisation que vous voulez, avec en dessous 2 options. La première, Lock Horizon, pour avoir un plan avec l'horizon stable, comme avec un gimbal. Et la deuxième, Timelapse. Le Lock Horizon est génial pour des visites de musée, par exemple. Vous ne vous adressez pas à un public de pilotes, mais à des gens qui ont pris l'habitude de voir des plans super stables, comme les drones de type DJI et les gimbals qui sont devenus si populaires. Et là, c'est magique. Les avantages du FPV, passer dans des endroits surprenants, arriver de haut et raser le sol, tout, mais avec un horizon stable. Nickel pour éviter de faire gerber vos spectateurs. Le timelapse, qui sera hyper utile si vous décidez d'accélérer vos plans au montage au-delà de x10. Ça va rendre une vidéo qui sera hyper stable après l'accélération. Ok, je ne m'en sers quasiment jamais, mais pourquoi pas? C'est une option sympa. Quoique le mode hyperlapse de l'Aero 9 rend mieux. Mais pour la 6, c'est vraiment propre. Cropping speed, la vitesse à laquelle Real Steady Go va zoomer dans l'image pour stabiliser le tout. Généralement, la petite case pour lier les deux valeurs est cochée, et je vous avoue que je la laisse comme ça. J'ai tenté de régler les deux séparément, mais ça ne rendait vraiment pas top. Utility, en bas vous avez 2 options. Flip Gyro Data, si vous aviez la GoPro à l'envers, ça permettra de resynchroniser le gyro aux images. Et Use Sync Point,
Inutile avec l'Aero 8 et 9, sauf si vous mettez le mode Horizon bloqué. D'ailleurs, en cliquant sur Horizon Lock, les sync points s'activent automatiquement sur les Aero 8 et 9. Bon, pour faire simple au niveau des réglages. Smooth, low, votre quad est tuné nickel. Pas de vibration, pas de prop wash, des hélices neuves, le vol est parfait, vous savez piloter, gérer vos sticks. Ça offrira un rendu encore plus propre et lisse, sans pour autant dénaturer votre vol. Pas de zoom intempestif, c'est génial. C'est le réglage que je vais utiliser 99% du temps. Smooth normal, le réglage par défaut. Il rattrape énormément de choses. Quad mal tuné, prop wash, hélice défoncée, pilote débutant ou hésitant, RS Go vous fera passer pour un pro de chez pro. Mais on verra clairement les zooms et la déformation sur les bords de l'image. Smooth High, bah j'ai jamais testé tiens. Mais vu qu'en normal on perd déjà une bonne partie de l'image en cas de virage brusque, bah on va dire qu'on s'en sort vraiment en cas de vol tout droit, mais avec un quad tout pourri. En gros, pour du vol cinématique, smooth slow si vous avez un pilotage bon, ou très bon, et un quad nickel. Smooth normal si vous avez un quad qui a vécu, un pilotage moyen, ou des hélices défoncées. Pour du freestyle, laissez en low, mais ça se verra quand même. Si votre but c'est de voler comme Mr. Steel, bah y a du taf. C'est du raw, pas stabilisé, et avec une précision incroyable. Tout dans le pilotage et l'entraînement. Ah, le FPV old school me manque. N'empêche que de mon temps, on apprenait à piloter, on n'avait pas toutes ces aides pour les assister. Ça y est, j'ai trouvé. D'après ce bouquin, t'es en train de devenir un vieux con aigri. Mais en fait, qu'est-ce que je les aime, ces aides? Même quand on hésite ou quoi, les plans sont quasiment tous bons grâce à RealSteady.Go. C'est que du bon. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré pouvoir partager un peu plus de mes connaissances avec vous. Si ce genre de vidéo un peu plus axée sur la photo, vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sinon, bah... maintenant vous savez tout sur RealSteady.Go. Comment régler la GoPro, comment économiser avec le code Fantasy, comment régler le logiciel. Donc comme d'hab, si vous voulez me soutenir, vous avez mes boutiques, Spreadshirt, Stream Elements, vous avez mon Paypal, mon Patreon, et ma chaîne Twitch. Alors maintenant, dehors. Profitez de la leçon pour capter les plus belles images possibles. Allez, ciao les pilotes, bon vol.